Donc regarder la mer, au départ, si vous voulez, je me suis intéressé au Finistère. Ce sont souvent des pointes qui sont très 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 avancées dans la mer, où les gens vont regarder la mer pendant 10 minutes ou 5 minutes, mais ils regardent la mer à un moment, ils se font photographier devant la mer. Et donc, c'est au départ, en fait, ce regard qui m'a intéressé. C'est-à-dire que je m'interrogeais de savoir comment on se situe physiquement pour voir la mer à un moment donné, mais d'une manière aussi courte, en fait, avec un environnement très riche. Et son regard se pose sur la mer et on repart. Alors qu'il y a tout un environnement qui est à proximité, mais qui n'est pas directement accessible et qui est hyper intéressant aussi. Après cette expérience, en fait, je me suis intéressé à des dispositifs de vision qui sont pour regarder la mer. C'est-à-dire que les architectures, soit les hôtels, soit les maisons, tout est fait pour que le maximum d'espace intérieur, justement, permette de regarder la mer au maximum. Et donc, au détriment des lois, en fait, et des règles qui régissent le littoral. Et donc, il y a ces compromis et puis ces choses qui font que le littoral existe d'une certaine manière, parce que c'est lié justement à cette nécessité de regarder la mer, en fait, et qui déclenche beaucoup de choses, soit dans l'architecture, soit dans le comportement, dans notre comportement habituel. À part les Finistères, qui est la façade ouest de l'Europe, tous les autres en fait, dispositifs sont liés à la Méditerranée aussi. Donc il y a un regard spécifique, local, qui est entre Agde et Sète et la Grande Motte, et ensuite plus vers donc il y a Chypre et Beyrouth. Donc on est quand même dans un espace méditerranéen. Je me suis aperçu qu'en filmant par exemple la mer ici à Sète, le gros plan de la mer, en fait on voit que l'eau. En fait, si je fais la même chose dans la Manche, c'est totalement différent. Donc la Méditerranée a une spécificité de lumière, de matière d'eau, d'espace aussi, qui est très spécifique en fait. Nous sommes au milieu d'un travail qui s'appelle le syndrome de Stendhal, qui est découpé en deux parties. Une partie qui est un mural, qui est un plan d'écorce de platane avec un découpage de couleurs qui sont des poufs qui permettent de s'asseoir pour pouvoir contempler la peinture. Les poufs sont de différentes hauteurs parce qu'ils correspondent en fait au pourcentage de rouge, de bleu, de jaune et de noir qui sont dans la peinture. Ça s'appelle le syndrome de Stendhal, comme Stendhal l'a décrit lui-même. C'est un syndrome qu'il a perçu en Italie quand il visitait les musées et qui sortait du musée, il avait des palpitations, la tête qui lui tournait, il était dans un état émotionnel extrêmement puissant. Alors moi je le découpe d'une manière très scientifique, donc avec une sorte de distance qui ne crée pas du tout cette émotion-là, mais c'est une manière de déplacer aussi l'émotion ailleurs, qui n'est pas forcément dans celle-là où on l'attend, c'est-à-dire entre le rapport du spectateur et de l'œuvre produite. Elle peut se trouver aussi dans un espace un peu flottant, qui n'est pas décrit justement de cette manière scientifique, mais qui est un peu ou à côté ou déplacé. Et on a une autre œuvre dans cette salle qui s'appelle APDV, qui est un logo d'une entreprise. Donc cette formule APDV veut dire à perte de vue. L'objet est réfléchissant, donc on peut se voir dedans et on voit une sorte d'infini dans l'objet. Et donc il contient à peu près tout le processus de fabrication de l'entreprise. Le reste est mental, évidemment, dans l'imagination. Ma pratique, de manière générale, elle est aussi de cet ordre-là. C'est produire une œuvre ou un objet, ou une sculpture, ou une installation, ou même une peinture. Je ne suis pas un peintre en tant que tel, mais l'idée de pouvoir l'utiliser dans un processus et dans une mise en... Alors ça peut être une mise à distance, une mise en abîme, ou un rapprochement ou un éloignement, une idée du focaliser, défocaliser, et que ce qui peut être intéressant ou ce qui peut être aussi important n'est pas contenu forcément que dans l'objet ou que dans la peinture ou que dans l'installation. Il se situe aussi dans le rapport qui s'effectue entre ce que je mets en place, ce qu'on peut comprendre, et le spectateur et son envie aussi du spectateur, c'est-à-dire son interprétation. Et d'où un peu cet intitulé pour le crack de État second.
Donc en fait, le geste inaugural de ma pratique, c'est d'opérer un mouvement qui soit la délocalisation du geste du peintre, mais en dehors de l'atelier, afin de prendre en compte le territoire environnant. Et comme j'habitais près de la plage, je me suis très vite retrouvé sur la plage, et c'est là que j'ai fait cette trouvaille, où j'ai commencé à travailler avec le bâtonnet de coton-tige. Pour l'exposition du Crac, j'ai décidé de fabriquer l'exposition à partir d'un film qui n'a pas vraiment de statut. C'est ni documentaire, ni fictif, mais les premières séquences du film, qui s'appelle La Playa del Sordo, sont un enregistrement du geste de collecte sur la plage du bâtonnet de coton-tige. Et c'est donc une plage à la périphérie de Barcelone, que les Barcelonais appellent Tchernobyl plage, parce qu'il y a une ancienne centrale électrique désaffectée avec des énormes tuyaux qui vont dans l'eau. Et c'est un endroit un peu interlope. Donc à partir de ce geste de la collecte du bâtonnet sur la plage, il y a une dérive comme ça qui se passe et une cartographie qui se dessine dans ce lieu qui est la centrale électrique désaffectée. C'est parti de ça. Là, on a un exemple avec cette sculpture qui s'appelle Étude antisismique et qui est composée donc de bâtonnets de coton-tige qui sont creux. Donc, je fais des maquettes avec et ça fabrique avec du fil de pêche. Je crée du lien. Donc, on a tous les éléments constitutifs à peu près de la peinture, à savoir le trait, la brillance et la fabrication de champs picturaux comme ça, mais dans l'espace, en 3 dimensions. Donc petit à petit, comme je fais ça depuis 12 ans, j'ai opéré des écarts dans la pratique et j'ai travaillé aussi avec les têtes de coton, ce qui me permettait d'avoir à la fois avec le bâtonnet de construire des grilles abstraites qui font plutôt référence au côté analytique de la pratique de la peinture. Et avec la tête de coton, j'avais des gestes qui sont plus de l'ordre de l'organique. Et donc, en me réduisant à ce simple outil dérisoire du bâtonnet de coton-tige, finalement, j'arrivais à pouvoir tresser entre ces deux pôles de la pratique picturale qui sont mêler l'organique à l'analytique et travailler à partir de cette dialectique-là.